Bonjour à tous et bienvenue sur Bonjourcast français. Je suis Philippe et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très important pour tout le monde, le budget du foyer et les dépenses à la maison. C'est un sujet que tout le monde connaît, mais que tout le monde n'aime pas forcément. Alors, nous allons rendre ça simple, pratique et facile à comprendre. Bonjour à tous, je suis Sophia et je suis vraiment contente d'être ici avec vous aujourd'hui pour parler de ce sujet. Gérer son argent à la maison, ce n'est pas toujours facile, n'est-ce pas? Mais avec de bonnes habitudes et quelques conseils pratiques, c'est vraiment possible. Alors, installez-vous confortablement et écoutez bien. Sophia, parlons d'abord de quelque chose de basique. Qu'est-ce que c'est exactement un budget du foyer? Parce que beaucoup de gens entendent ce mot et pensent tout de suite à quelque chose de compliqué. Oui, tu as tout à fait raison, Philippe. Un budget du foyer, c'est simplement un plan pour votre argent. C'est une liste de tout ce que vous gagnez et de tout ce que vous dépensez chaque mois. Ce n'est pas compliqué du tout. L'idée, c'est de savoir exactement où va votre argent. Vous gagnez de l'argent, vous le dépensez pour vivre, et l'idéal, c'est qu'il reste un peu d'argent à la fin du mois pour l'épargne. Exactement. Et pour les auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous avez un budget à la maison? Est-ce que vous écrivez vos dépenses quelque part? Dites-nous dans les commentaires. C'est vraiment intéressant de savoir si vous gérez votre argent avec un plan précis ou si vous faites ça au jour le jour. C'est une très bonne question, Philippe. Moi, personnellement, j'ai commencé à faire un budget il y a quelques années. Au début, je ne savais pas du tout où allait mon argent. Je gagnais un salaire correct, mais à la fin du mois, il ne restait presque rien. Je me demandais toujours « Mais où est passé mon argent ?» C'était très stressant. Je comprends tout à fait. Beaucoup de gens vivent cette situation. On travaille, on gagne de l'argent, et puis à la fin du mois, on regarde son compte en banque et on est surpris. Il n'y a presque plus rien, et on ne sait pas vraiment pourquoi. Exactement. Et c'est pour ça que le budget est si important. Quand vous écrivez tout, quand vous notez chaque dépense, vous commencez à comprendre vos habitudes. Vous voyez que vous dépensez peut-être trop au restaurant, ou trop pour les vêtements, ou trop pour des abonnements que vous oubliez même que vous avez. Ah, les abonnements. C'est un grand problème aujourd'hui. On s'abonne à un service de musique, à un service de film, à un service de sport, à un service de livres, et à la fin, on paye beaucoup d'abonnements chaque mois, et on n'utilise même pas tout. Oui, c'est tellement vrai. J'avais un abonnement à une application de sport que je n'utilisais plus depuis 6 mois. Je l'avais complètement oublié. Et chaque mois, l'argent partait automatiquement de mon compte. Quand j'ai fait mon budget et que j'ai regardé tous mes abonnements, j'ai été choquée de voir combien je payais pour des choses que je n'utilisais plus. Alors, parlons des premières étapes pour créer un budget. Sophia, comment on commence? La première chose à faire, c'est de noter tous vos revenus. Vos revenus, c'est tout l'argent qui entre chaque mois. Votre salaire, bien sûr, mais aussi peut-être d'autres sources d'argent. Des allocations familiales, des aides de l'État, un petit travail supplémentaire, des loyers si vous avez un appartement à louer. Tout ce qui rentre dans votre poche chaque mois. Et c'est important de noter le montant net, pas le montant brut. Le montant net, c'est ce que vous recevez réellement sur votre compte en banque, pas le montant avant les impôts et les charges. C'est le chiffre réel, celui avec lequel vous pouvez vraiment payer vos dépenses. Très bon point, Philippe. Ensuite, la deuxième étape, c'est de lister toutes vos dépenses fixes. Les dépenses fixes, ce sont les dépenses qui sont les mêmes chaque mois. Par exemple, votre loyer, votre crédit immobilier si vous avez acheté une maison, votre assurance voiture, votre assurance habitation, votre abonnement Internet, votre abonnement téléphone. Ce sont des dépenses prévisibles, des dépenses que vous connaissez à l'avance. Et pour nos auditeurs qui apprennent le français, voici du vocabulaire utile. Le loyer, c'est l'argent que vous payez pour habiter dans un appartement ou une maison qui appartient à quelqu'un d'autre. Le crédit immobilier, c'est ce que vous payez chaque mois à la banque quand vous avez acheté votre logement. L'assurance, c'est un contrat que vous payez chaque mois pour être protégé en cas de problème. Très bien expliqué. Après les dépenses fixes, on passe aux dépenses variables. Et là, c'est souvent là que les gens ont des surprises. Les dépenses variables, ce sont des dépenses qui changent chaque mois. Par exemple, la nourriture. Vous dépensez peut-être plus un mois parce que vous avez organisé un dîner en famille, ou moins un autre mois parce que vous étiez souvent invité chez des amis.
Les dépenses variables, c'est aussi l'essence pour la voiture, les vêtements, les sorties au restaurant, les loisirs, les cadeaux pour les anniversaires et les fêtes. Ce sont des dépenses moins prévisibles, et c'est souvent là qu'on dépense plus que prévu. Absolument. Et c'est pour ça qu'il est vraiment important de suivre ces dépenses variables chaque mois. Vous pouvez utiliser un carnet, une application sur votre téléphone, ou même une feuille de calcul sur votre ordinateur. L'important, c'est de noter chaque dépense. Chaque café acheté à l'extérieur, chaque repas au restaurant, chaque achat impulsif dans un magasin. Chers auditeurs, voici une petite question pour vous. Est-ce que vous notez vos dépenses? Est-ce que vous utilisez une application, un carnet ou autre chose pour suivre votre argent? Partagez votre méthode dans les commentaires. Peut-être que vos conseils pourront aider d'autres personnes. Maintenant, parlons des grandes catégories de dépenses dans un foyer. La première et souvent la plus importante, c'est le logement. Le loyer ou le crédit immobilier, les charges comme l'eau, l'électricité, le gaz, Internet, le téléphone. Pour beaucoup de familles, le logement représente entre 30 et 40% du budget total. C'est souvent la plus grande dépense. Oui, et c'est difficile à réduire parfois. On ne peut pas facilement changer son loyer, mais on peut essayer de réduire ses charges. Par exemple, faire attention à l'électricité, éteindre les lumières quand on quitte une pièce, ne pas laisser les appareils en veille, prendre des douches plus courtes pour économiser l'eau chaude, baisser un peu le chauffage en hiver. Ces petits gestes peuvent vraiment faire une différence sur la facture à la fin du mois. J'ai commencé à faire plus attention à l'électricité chez moi, et j'ai réduit ma facture d'environ 15%. C'est significatif sur une année entière. La deuxième grande catégorie, c'est la nourriture. Les courses alimentaires, les repas à l'extérieur, les cafés, les snacks. La nourriture peut représenter une grande partie du budget, surtout si on va souvent au restaurant ou si on commande des repas à domicile. Et là, il y a vraiment beaucoup de façons d'économiser. La première, c'est de faire une liste de courses avant d'aller au supermarché. Une liste, c'est vraiment votre meilleur ami quand vous faites vos courses. Quand vous avez une liste, vous achetez seulement ce dont vous avez besoin. Vous ne regardez pas les promotions tentantes et vous ne mettez pas dans votre panier des choses dont vous n'avez pas besoin. C'est vrai, mais c'est difficile. Les supermarchés sont faits pour nous faire dépenser plus. Les promotions, les produits bien placés, les odeurs, tout est prévu pour que vous achetiez plus que prévu. Et une autre bonne astuce, c'est de ne jamais faire les courses quand on a faim. Quand vous avez faim, tout vous semble délicieux et vous achetez beaucoup plus que nécessaire. Exactement. La planification des repas, c'est aussi quelque chose qui change vraiment la vie. Chaque semaine, vous décidez à l'avance ce que vous allez manger chaque jour. Vous faites une liste de courses basée sur ces repas. Vous achetez exactement ce qu'il vous faut. Résultat, moins de gaspillage alimentaire et moins d'argent dépensé. Les familles jettent souvent une grande quantité de nourriture chaque semaine. C'est de l'argent directement à la poubelle? Oui, le gaspillage alimentaire est vraiment un problème. J'ai commencé à planifier mes repas depuis quelques mois et vraiment je gaspille beaucoup moins. Et aussi comparer les prix entre les différentes marques, c'est très utile. Les produits de marques de distributeurs sont souvent beaucoup moins chers que les grandes marques connues. Et souvent, la qualité est très similaire. Chers auditeurs, est-ce que vous cuisinez beaucoup à la maison? Est-ce que vous avez des recettes économiques que vous aimez préparer? On serait ravis de les connaître dans les commentaires. Maintenant, parlons du transport. Est-ce que vous avez une voiture? Est-ce que vous prenez les transports en commun? Le transport représente souvent une part importante du budget. Si vous avez une voiture, il y a l'essence, l'assurance, le contrôle technique, les réparations éventuelles, le stationnement. Tout ça s'accumule vite. Et si vous habitez en ville, il faut vraiment se demander si une voiture est vraiment nécessaire. Dans beaucoup de grandes villes, les transports en commun sont très bien développés. Un abonnement mensuel aux transports en commun coûte beaucoup moins cher qu'une voiture. Chers auditeurs, comment vous déplacez-vous au quotidien? Est-ce que le transport représente une grande partie de votre budget? Dites-nous dans les commentaires. Parlons maintenant de quelque chose d'important. Les dépenses imprévues. Ce sont les dépenses qu'on n'a pas planifiées. La voiture qui tombe en panne, le réfrigérateur qui s'arrête de fonctionner, une visite chez le médecin, des travaux urgents dans la maison. Ces dépenses arrivent toujours au mauvais moment. Et c'est là que beaucoup de gens ont des problèmes. Ils n'ont pas d'argent de côté pour ces situations. Alors, ils doivent utiliser leur carte de crédit ou emprunter de l'argent à la famille.
C'est stressant et ça peut créer des dettes. C'est pourquoi il est essentiel d'avoir un fonds d'urgence. Un fonds d'urgence, c'est de l'argent que vous mettez de côté chaque mois et que vous n'utilisez que pour les vraies urgences. La recommandation généralement donnée, c'est d'avoir entre 3 et 6 mois de dépenses en réserve. C'est un objectif ambitieux, surtout quand on commence. Mais l'idée, ce n'est pas de constituer ce fonds du jour au lendemain. C'est de commencer petit, peut-être 20 € par mois au début, puis 50 €, puis davantage quand c'est possible. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit en français. J'adore cette expression. Et elle s'applique parfaitement à l'épargne. Même de petites sommes, mises de côté régulièrement, peuvent s'accumuler pour devenir quelque chose de significatif. Si vous mettez de côté 50 € par mois, après un an, vous avez 600 €. C'est déjà bien pour faire face à une petite urgence. Parlons maintenant d'une méthode de budget très populaire, la règle des 50, 30, 20. L'idée, c'est de diviser votre revenu en 3 parties. 50% de votre revenu va aux besoins essentiels. Ce sont les choses dont vous avez absolument besoin pour vivre. Le loyer, la nourriture, les transports pour aller au travail, les factures d'eau et d'électricité. 30% de votre revenu va aux envies, au plaisir. Un repas au restaurant, un abonnement à une plateforme de streaming, une sortie au cinéma, des vacances. Ce ne sont pas des choses absolument nécessaires pour vivre, mais elles rendent la vie plus agréable. Et les 20% restants vont à l'épargne et au remboursement des dettes. Cette règle est un bon point de départ. Bien sûr, elle ne convient pas à tout le monde. Dans certaines villes, le loyer seul peut dépasser 50% du salaire. Dans ce cas, vous devez ajuster. Mais l'idée générale, c'est de toujours garder une partie pour l'épargne, toujours. Exactement. L'épargne, ça doit être une priorité, pas ce qui reste à la fin du mois. L'erreur que beaucoup de gens font, c'est de se dire « s'il reste de l'argent à la fin du mois, je mets quelque chose de côté ». Mais souvent, il ne reste rien parce que l'argent a été dépensé. La meilleure stratégie, c'est de mettre de côté dès le début du mois. Dès que vous recevez votre salaire, vous transférez automatiquement une somme sur un compte d'épargne séparé. Cette somme, vous la considérez comme si elle n'existait pas, et vous vivez avec ce qui reste. C'est ce qu'on appelle le principe de se payer en premier. Sophia, parlons d'un autre sujet délicat. Les dettes. Beaucoup de ménages ont des dettes. Un crédit immobilier, un crédit auto, des dettes sur la carte de crédit. La première chose à faire, c'est de faire la liste de toutes vos dettes. Combien vous devez exactement pour chaque dette, quel est le taux d'intérêt et quel est le remboursement mensuel minimum. Et il y a 2 grandes stratégies pour rembourser les dettes plus vite. La première, c'est de commencer par la dette avec le taux d'intérêt le plus élevé. C'est la méthode la plus efficace mathématiquement. On appelle ça la méthode de l'avalanche. La deuxième stratégie, c'est de commencer par la dette la plus petite. Quand vous remboursez une petite dette complètement, vous avez un sentiment de victoire qui vous motive à continuer. On appelle ça la méthode de la boule de neige. Les 2 méthodes fonctionnent. L'important, c'est de choisir celle qui vous convient le mieux et de rester motivé. Chers auditeurs, est-ce que vous avez des dettes en ce moment? Comment est-ce que vous les gérez? N'ayez pas honte. Beaucoup de gens ont des dettes et la chose importante, c'est de les gérer de manière intelligente. Parlons maintenant des achats impulsifs. Vous connaissez ce moment? Vous êtes dans un magasin ou sur un site internet et vous voyez quelque chose qui vous attire. Vous n'en avez pas vraiment besoin, mais vous avez envie de l'acheter tout de suite. C'est un achat impulsif. Les achats impulsifs peuvent vraiment ruiner un budget. La technique que j'utilise, c'est la règle des 24 heures. Quand j'ai envie d'acheter quelque chose qui n'est pas planifié, je me dis « je vais attendre 24 heures. Si demain j'ai encore vraiment envie de l'acheter et que j'en ai les moyens, je l'achète. » Mais souvent, le lendemain, l'envie a disparu. C'est une excellente règle. Et avant d'acheter quelque chose, posez-vous ces questions. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que j'ai l'argent pour ça dans mon budget? Est-ce que je l'achète parce que j'en ai besoin ou parce que je suis stressé ou triste? Ah, les achats émotionnels. Quand on est stressé, triste ou même trop content, on a parfois tendance à dépenser de l'argent pour se sentir mieux. Ça donne peut-être un plaisir immédiat, mais après, quand on regarde son compte en banque, on ne se sent pas mieux du tout. Essayez de trouver d'autres façons de gérer ses émotions. Faire du sport, appeler un ami, aller vous promener, des activités gratuites ou peu coûteuses. Il y a aussi la question des achats d'occasion. Acheter des vêtements, des meubles, des livres, de l'électroménager d'occasion peut faire économiser beaucoup d'argent.
Il y a des marchés aux puces, des vides-greniers, des sites internet spécialisés dans la vente de produits d'occasion. Vous pouvez trouver de très belles choses pour très peu d'argent. Et vendre vos propres affaires dont vous n'avez plus besoin, c'est aussi une façon de gagner un peu d'argent supplémentaire et de désencombrer votre maison en même temps. Faites un tri dans vos affaires régulièrement. Ce que vous n'utilisez plus peut avoir de la valeur pour quelqu'un d'autre. Chers auditeurs, est-ce que vous achetez des produits d'occasion? Dites-nous dans les commentaires ça. Parlons maintenant de l'importance de réviser son budget régulièrement. Un budget que vous faites une fois et que vous ne regardez plus jamais, ça ne sert pas à grand-chose. Le budget doit être un document vivant, que vous consultez et que vous ajustez régulièrement. Oui, une bonne habitude, c'est de faire un bilan mensuel. À la fin de chaque mois, vous regardez ce que vous avez dépensé dans chaque catégorie. Avez-vous dépassé votre budget dans certaines catégories? Dans d'autres catégories, avez-vous dépensé moins que prévu? Qu'est-ce qui s'est passé ce mois-ci qui explique les différences? Et en fonction de ce que vous constatez, vous ajustez votre budget pour le mois suivant. Si vous voyez que vous dépensez systématiquement plus que prévu pour les courses, peut-être que votre budget pour les courses était trop bas, ou peut-être qu'il y a des habitudes à changer. Il est aussi important de faire un bilan annuel pour voir si vous avez atteint vos objectifs d'épargne. Parlons aussi des couples et des familles. La gestion du budget à plusieurs. C'est un sujet délicat parce que l'argent est souvent source de tension. Chacun a ses habitudes, ses priorités, ses attitudes différentes face à l'argent. L'un est peut-être très économe et l'autre aime les plaisirs immédiats. La clé, c'est la communication. Il faut parler ouvertement de l'argent avec son partenaire. Quels sont vos revenus respectifs? Quelles sont vos dettes? Quels sont vos objectifs financiers pour l'avenir? Est-ce que vous voulez acheter une maison? Quand est-ce que vous voulez partir à la retraite? Ces conversations peuvent être difficiles, mais elles sont essentielles. Et pour les familles, impliquer les enfants dans la gestion du budget, d'une façon adaptée à leur âge, c'est une très bonne chose. Ça leur apprend la valeur de l'argent très tôt. On peut donner de l'argent de poche aux enfants et leur apprendre à le gérer. Avec leur argent de poche, ils apprennent à épargner pour quelque chose qu'ils veulent vraiment, à faire des choix, à comprendre qu'ils ne peuvent pas tout avoir immédiatement. Parlons maintenant des outils pour gérer votre budget. Il y a de nombreuses applications sur smartphone qui peuvent vous aider. Certaines applications se connectent directement à votre compte en banque et catégorisent automatiquement vos dépenses. D'autres sont plus simples et vous entrez vos dépenses manuellement. Trouvez celle qui vous convient le mieux. Il y a aussi la méthode des enveloppes. C'est une méthode très ancienne, mais elle est encore très efficace. L'idée, c'est de retirer de l'argent liquide chaque mois et de le mettre dans des enveloppes différentes pour chaque catégorie de dépenses. Nourriture dans une enveloppe, transport dans une autre, loisirs dans une autre. Quand une enveloppe est vide, vous ne dépensez plus dans cette catégorie pour le mois. Cette méthode est particulièrement utile pour les gens qui ont du mal à gérer leur carte bancaire. Quand vous payez avec une carte, vous ne ressentez pas vraiment que vous dépensez de l'argent. Avec de l'argent liquide, vous voyez les billets partir et ça vous rend plus conscient de vos dépenses. Chers auditeurs, quel outil utilisez-vous pour gérer votre budget? Partagez votre méthode préférée dans les commentaires. Avant de terminer, je voudrais parler d'un aspect important. Avoir un budget n'est pas une punition. Ce n'est pas signe de pauvreté. C'est un outil puissant que les gens riches utilisent aussi. En fait, beaucoup de gens riches sont très attentifs à leurs dépenses. Ils savent exactement où va leur argent. C'est souvent une des raisons pour lesquelles ils sont riches. Un budget, c'est la liberté. Quand vous savez que vous avez de l'argent de côté, quand vous savez que vous pouvez faire face à une urgence sans paniquer, quand vous travaillez vers des objectifs financiers clairs, vous vous sentez beaucoup plus serein et beaucoup plus libre. Vous êtes maître de votre argent et non pas son esclave. Très bien dit, Philippe. Et il n'est jamais trop tard pour commencer à mieux gérer son argent. Que vous ayez 20 ans ou 60 ans, vous pouvez toujours commencer à faire un budget, à épargner, à prendre de meilleures décisions financières. Le meilleur moment pour commencer, c'était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Pour résumer les principaux conseils de notre conversation d'aujourd'hui. Premièrement, faites la liste de tous vos revenus et toutes vos dépenses. Deuxièmement, divisez vos dépenses en dépenses fixes et dépenses variables. Troisièmement, créez un fonds d'urgence. Quatrièmement, épargnez en premier, dès le début du mois. Cinquièmement, planifiez vos repas et faites une liste de courses pour économiser sur la nourriture. Sixièmement, comparez les offres pour vos abonnements et contrats régulièrement.
Septièmement, résistez aux achats impulsifs avec la règle des 24 heures. Huitièmement, gérez vos dettes de façon stratégique. Neuvièmement, faites un bilan mensuel pour ajuster votre budget. Et dixièmement, parlez ouvertement d'argent avec les personnes avec qui vous vivez. Ce sont 10 conseils simples, mais très efficaces. Vous n'avez pas besoin de tous les mettre en pratique en même temps. Choisissez un ou deux conseils et commencez par cela. Chers auditeurs, merci d'avoir écouté cet épisode de Bonjour Cast Français. Nous espérons que cette conversation vous a été utile, que vous avez appris du vocabulaire et des expressions utiles en français, et que vous vous sentez plus confiant pour parler d'argent et de budget. Si vous avez des questions ou si vous voulez partager vos propres expériences et conseils, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner à Bonjour Cast Français pour ne manquer aucun épisode. Chaque semaine, nous parlons de sujets de la vie quotidienne en français simple et naturel pour vous aider à progresser dans votre apprentissage du français. Si cet épisode vous a plu, partagez-le avec vos amis qui apprennent le français. Plus on est de fous, plus on rit et plus on apprend le français ensemble. Bonne continuation dans votre apprentissage du français et à très bientôt sur Bonjour Cast Français.